Et entre donc sur ce plateau Manon Aubry, députée européenne insoumise. On sait que les insoumis ont annoncé, ils vont le faire. Ils ont déposé aujourd'hui avec d'autres une motion de censure qui sera votée dans 2 jours. Bonsoir Manon Aubry. Je regarde ma petite feuille, c'est Christophe Barbier qui vous pose la première question ce soir. Christophe. Que dites-vous aux syndicats ce soir, Madame Aubry? Vous leur dites n'allez pas dans ce conclave, c'est un piège, ou bien chiche, allez, il y a une chance d'en finir avec cette réforme Borne et d'accoucher d'autre chose, tentez le coup. Vous savez, moi j'ai une tradition de respect de l'indépendance des syndicats, donc je suis assez mal placée pour donner des leçons aux syndicats. J'observe juste qu'ils ont déjà réagi. J'ai vu la réaction de la CGT, j'ai vu la réaction de la FSU, qui ont tous dit quasiment d'une même parole qu'ils ne vont pas participer à cet enfumage puissance XXL. Ils redisent très clairement que leur demande, c'est celle de l'abrogation de la réforme des retraites, que les conditions posées par François Bayrou ont le mérite de la clarté. Elles disent très clairement qu'il faut qu'il y ait un accord entre l'ensemble des partenaires sociaux, donc du MEDEF, ce qui revient de facto, on peut se le dire ce soir, à donner un droit de veto au MEDEF. Je veux dire, on peut Mais se le MEDEF est dans un esprit de compromis, disait François Rebsamen. Christophe Barbier, vous avez suffisamment d'expérience politique pour savoir qu'il n'y a aucun monde dans lequel le MEDEF accepte d'abroger la réforme des retraites. Ils l'ont porté coûte que coûte, ils ont été en soutien du gouvernement. Donc évidemment que le MEDEF ne va pas accepter l'abrogation de la réforme des retraites. Donc ce qu'a fait François Bayrou, c'est de bonne guerre, il a essayé de gagner du temps. Mais quand on a un peu d'expérience politique, on peut ne pas être naïf et dire bon, maintenant, stop, ça suffit. On sait très bien qu'il n'y aura pas d'abrogation de la réforme. Pas d'abrogation, mais si on règle le problème de la pénibilité, des carrières longues, des femmes, ça ne sera pas du temps perdu. Par ailleurs, pour ça. Il y a un autre problème, c'est que on a tendance à l'oublier, mais il n'y a jamais eu de vote sur la réforme des retraites. Et si à la fin on veut vraiment statuer, demander son avis à l'Assemblée nationale. François Rebsamen, attendez, je précise des choses. François Rebsamen, sur ce plateau, vous l'avez entendu, a expliqué qu'une fois que les syndicats et le patronat auraient discuté, qu'il y ait accord ou non, etc., ça reviendrait au Parlement, ça reviendrait à l'Assemblée. Ce n'est pas ce qu'a dit François Bayrou. J'ai relu avant d'entrer sur ce plateau. Il dit qu'il y a eu une évolution. C'est la précision apportée ce soir par le gouvernement. François Bayrou, il est Premier ministre ou il n'est pas Premier ministre? Il est Premier ministre jusqu'à nouvel ordre, à mon avis, ça ne va pas durer. Il peut se préparer à retourner à son conseil municipal à Pau, il aura tout le loisir pour être maire de Pau. Mais jusqu'à nouvel ordre, François Bayrou est Premier ministre. Dans son discours, il a dit une chose très claire. S'il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux, et je viens de vous faire la démonstration que cet accord sera impossible avec le MEDEF, alors c'est la réforme Borne qui s'applique. La réforme Borne qui, par ailleurs, déjà mise en œuvre. Ceux qui sont nés en 1962 vont partir cette année à la retraite à 62,5 ou 62,9 ans. François Rebsamen dit que c'est la position du gouvernement qu'il énonce. Écoutez, s'il y avait un vote à l'Assemblée nationale, ça reviendrait, et vous le savez comme moi, il y a une majorité à l'Assemblée nationale en faveur de l'abrogation de la réforme des retraites. Mais pas au Sénat. Et donc, s'il y avait un vote, sauf que l'Assemblée nationale a le dernier mot dans notre système institutionnel de la Ve République. Donc, si François Bayrou avait vraiment voulu prendre la pente de l'abrogation de la réforme des retraites, j'ai envie de dire, il l'aurait fait clairement. Maintenant, franchement, moi, je suis assez fatiguée de ces bavardages quand on sait très bien à quel point ils sont accrochés coûte que coûte à cette réforme des retraites. C'est quasiment un accrochage idéologique à cette réforme des retraites. Mais moi, je ne suis pas naïve. Par ailleurs, c'est pas le seul enjeu dans... Il a dit qu'il n'avait pas de tabou aujourd'hui, y compris sur les 64 ans. Vous savez, comme moi, que François Bayrou n'est pas prêt à revenir aux 62 ans. Alors, et vous avez aujourd'hui, je termine juste ma phrase, 80% des Françaises et des Français, voire 90% des salariés qui sont en faveur de cette abrogation. L'ensemble des syndicats qui sont en faveur de l'abrogation. Une majorité à l'Assemblée nationale. Et on en est encore aujourd'hui à discuter de est-ce qu'il faut l'abroger ou non. Par ailleurs, c'est pas le seul sujet dans ce discours de politique générale. Et j'alerte aussi sur les coupes budgétaires qui sont devant nous. François Bayrou, aujourd'hui, il nous a présenté la continuité de Michel Barnier avec le verbe en moins. 5,4% de déficit, c'est pas la continuité de Barnier, c'était ça. Alors, sur la réforme des retraites, simplement... Attendez, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, Manon Aubry répond à Christophe Barbier, pardon, Amélie. On fait les choses dans l'ordre, sinon on va pas y aller. Et ensuite, Amélie Rosic. Christophe Barbier, vous savez comme moi le fonctionnement là aussi des institutions. François Bayrou a fait un choix très clair, c'est celui de reprendre le budget de Monsieur Barnier. Ce qui veut dire que concrètement, quand le budget revient à l'Assemblée nationale, on ne peut plus toucher aux recettes. Donc on ne peut plus proposer, par exemple, un impôt de solidarité sur la fortune, une taxation des grandes entreprises. Par ailleurs, il a aussi dit dans son discours qu'il ne faudrait pas toucher à la taxation des grandes entreprises, donc pas de taxe sur les super profits. Et à l'inverse,
Amélie de Montchalin notamment a dit qu'il fallait 10 milliards d'euros de dépenses en moins. Donc oui, moi j'affirme, et on pourra se donner rendez-vous une fois le budget final présenté par M. Bayrou. Ce budget présenté par M. Bayrou est pire que le budget de Michel Barnier. Et je pense qu'il va faire encore plus la poche des Françaises et des Français. Et rien que cela, c'est une raison suffisante pour censurer ce gouvernement. Amélie Rosic. Sur la réforme des retraites, si vous ne donnez pas de ligne de conduite à suivre à destination des syndicats, si toutefois les syndicats décidaient effectivement de ne pas participer à ce conclave que vous qualifiez d'enfumage, est-ce que, à minima, ça vous le saluez et vous dites c'est ce qu'il fallait faire ? Là aussi, je suis prudente à ne pas donner de consignes de stratégie aux syndicats. Vous l'avez compris, on nous a suffisamment reproché d'avoir un espèce de mélange des genres. Je pense qu'ils sont assez grands pour savoir quoi faire. Et au vu des réactions que j'ai vues aujourd'hui de la plupart des syndicats, ils sont absolument pas dupes. Et ils savent très bien que François Bayrou essaie de gagner 3 mois et qu'à la fin, l'issue sera exactement la même. On va condamner les Françaises et les Français à travailler 2 ans de plus. Ce qui veut dire très concrètement qu'on va condamner des gens dès cette année, mais l'année d'après aussi, à partir à la retraite à 63 et puis progressivement à 64 ans. Et ça, on s'est mobilisé massivement. Je veux dire, c'est une question aussi de respect pour les syndicalistes, mais aussi les salariés. Moi, j'ai 35 ans, c'est la plus grande mobilisation que j'ai jamais vue de ma vie. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on abandonne. C'est une question de cohérence politique. Je pense qu'en politique, ça compte un peu aussi. Mais Manon Bry, vous semblez tout rejeter. Il y a quand même des choses qui semblent presque destinées, vous être destinées dans ce qui a été annoncé cet après-midi ou ce soir même par François Bayrou. La taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoines, c'est presque une taxe Aubry ? J'aimerais bien, mais attendez un petit peu, rassurez-vous, on adoptera une taxe Aubry à l'avenir. Après, là aussi, il ne faut pas être dupe, pour 2 raisons. La première, c'est que en réalité, on sait très bien, ce que j'expliquais tout à l'heure à Christophe Barbier, sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, on ne pourra pas présenter de nouvelles taxes dans le budget. Ça, il faut le dire aux gens qui nous écoutent, il ne pourra pas être présenté de nouvelles taxes. On peut. Oui, sauf qu'ils ont fait le choix, ils auraient pu faire le choix de faire un nouveau budget pour intégrer un budget qui soit plus juste, et notamment un certain nombre des demandes que nous avions formulées à l'Assemblée nationale. Je rappelle que dans l'exercice du budget, on a fait adopter plus de 150 amendements de la part du nouveau Front populaire, parmi lesquels une véritable taxation sur les hauts patrimoines. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, la trajectoire budgétaire globale qui ressort du discours de François Bayrou reste une trajectoire budgétaire, il a commencé d'ailleurs son discours là-dessus, sur la nécessité d'économie absolue, de serrer la ceinture des Françaises et des Français, en mettant toujours à contribution les plus pauvres, sans jamais toucher les plus riches. Je vous prends un seul exemple. C'est un problème à vos yeux ? Mais bien sûr que c'est un enjeu, mais je vous donne un exemple. La une des Échos d'aujourd'hui. Arrive pas souvent qu'une insoumise vienne sur votre plateau et vous cite la une du journal de Bernard Arnault. Aujourd'hui, 97 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40. Pourquoi François Bayrou ne propose pas de les mettre à contribution, y compris pour financer nos retraites? Pourquoi il ne le fait pas? Je vous pose la question parce par idéologie. Mais son groupe Modem avait proposé à plusieurs reprises des taxes sur les rachats d'actions. Alors pourquoi il ne le fait pas lui? Parce qu'aujourd'hui, son alliance, elle est avec la droite, avec une forme de bienveillance de l'extrême droite et le Rassemblement national qui fait la démonstration une fois de plus aujourd'hui. Il reste l'otage des mêmes groupes politiques que Michel Barnier. Et c'est exactement la même logique que Michel Barnier. Et vous savez, je l'avais déjà dit, mais une des raisons pour lesquelles nous n'avons aucun doute sur la nécessité de censurer, c'est exactement les mêmes raisons que le gouvernement de Michel Barnier. Ces raisons, elles sont de 3 ordres et elles sont très simples. La première, c'est que François Bayrou n'est pas issu du résultat des urnes. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête. François Bayrou fait partie d'un camp minoritaire. Deuxième raison, le budget qui est proposé est un budget injuste qui va faire la poche des Français. Et troisième raison, dans ce gouvernement se trouvent des ministres comme M. Retailleau. C'était le cas pour le gouvernement de Barnier et c'est le cas pour celui de M. Bayrou. Mais je pourrais rajouter Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Manuel Valls. Et ces 3 raisons, elles étaient vraies pour le gouvernement de M. Barnier. Elles sont vraies pour le gouvernement de M. Bayrou. Et c'est pour ça qu'en cohérence, quasiment l'ensemble des forces du nouveau Front populaire se retrouvent à censurer pour les mêmes raisons. On va reparler de ce quasiment dans une seconde. Mais quand même, je disais la taxe anti-optimisation des hauts patrimoines. Il y a ça. La proportionnelle. Vous dites pas chiche à la proportionnelle? Mais vous savez, ça fait des mois, des années qu'on parle de la proportionnelle. François Bayrou en parle lui aussi cet après-midi dans son discours de politique générale. Et je reconnais à ça, François Bayrou, ça fait des années qu'il en parle. Mais vous savez, un point pour Bayrou. Michel Barnier, il en a parlé aussi. Il en a parlé dans son discours de politique générale. Vous l'avez censuré. Mais vous savez,
comme moi qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un petit truc eu égard à l'ensemble de la politique qui va être menée. Et que les quelques cacahuètes, et vous pouvez rajouter des pistaches si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment concrètement la trajectoire politique et comment on va changer la vie des Français. Est-ce qu'il a parlé d'augmenter le salaire minimum? Non. Est-ce qu'il a parlé des services publics et notamment de l'état de nos écoles ou de nos hôpitaux publics? Non. Il a apporté des précisions ce soir sur l'éducation nationale. Alors, pardon, mais avec une confusion entre les professeurs et les AESH, c'est quand même pas le même métier. Et on n'a pas l'équilibre aujourd'hui global qui nous permet de dire que chaque élève aura un professeur dans sa classe d'école aujourd'hui. Donc c'est la même trajectoire qui est maintenue aujourd'hui. Sur la santé quand même et le handicap, je donne 2 propositions. Alors peut-être que pour vous, Manon Aubry, c'est des cacahuètes, mais en tout cas ça parle à un certain nombre de Français, il me semble. On ne remet pas sur la table le déremboursement à 5% des médicaments et par ailleurs on rembourse à 100% sans reste à charge. Les fauteuils roulants, ça concerne 1 million de Français. Vous dites quand même... c'est une bonne chose. Bien sûr que c'est une bonne chose. Mais il n'y a rien de nouveau dans ces 2 annonces. À la fois sur la prise en charge... Le fauteuil roulant, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, c'est vrai. Exactement. Et sur l'annulation du déremboursement, c'était déjà quelque chose que Michel Barnier avait cédé dans la dernière ligne droite dans l'espoir de ne pas être censuré. Et il a été censuré. Donc il n'y a rien de nouveau en la matière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'équilibre global. Je pourrais vous continuer cette liste. Est-ce qu'il a parlé aujourd'hui de la vague de licenciements qui frappe notre pays? Des centaines de milliers d'emplois et des familles qui sont frappées. Il n'a apporté aucune réponse. Quand il dit préservons l'attractivité, n'écrasons pas les entreprises sous l'impôt, il évite les licenciements de demain. Monsieur Barbier, mettez-vous à la place aujourd'hui d'un salarié de Renault ou de n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui est frappée par des plans de licenciement et qui a regardé ce discours politique général et qui s'est dit, il y a quoi pour moi? Il y a quoi pour moi? Peut-être ce qu'il a dit sur France Et je pourrais Travail, continuer cette liste. Je suis un retraité en France, il y a quoi pour moi? Je suis une mère de famille monoparentale, il y a quoi pour moi? Le retraité, il n'y a pas la rien dans les annonces. Il y a la garantie de pouvoir... Mais pourquoi il n'y a pas la désindexation? C'est parce qu'on a réussi à faire tomber le gouvernement Barnier qui prévoyait précisément la désindexation. Mais il ne le reprend pas. Donc maintenant, il faut revenir à l'équilibre politique global. Vous n'allez pas me faire dire qu'une politique austéritaire qui fait la poche des Françaises et des Français. Oui. L'austérité, c'est ce qu'on a vu en Espagne. 50, en Lettonie, 20% de salaire en moins pour les fonctionnaires. 50 milliards d'euros d'économie dans une année. C'est une austérité budgétaire que notre pays n'a jamais connue dans notre histoire. Parce qu'il n'a jamais connu 3300 milliards de dettes. Et parce qu'il n'a jamais autant connu, on pourrait continuer cette liste, il n'a jamais autant connu autant de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises multinationales. Vous savez, le budget qu'on a proposé, il était à l'équilibre. Il était à l'équilibre. Et ça, je sais que c'est un argument auquel vous êtes sensible. Un chiffre et une question pour vous. 50 milliards, c'est précisément l'écart qui a été entre ce qui a été voté sur le PLF 2024, le projet de loi de finances, et ce qui a été réalisé. 50 milliards de dérapage des comptes publics en un an parce que les hypothèses, vraisemblablement, n'était pas bonne. Premier chiffre. J'ai une deuxième question. C'est pas nous qui les avons faites, c'est Bercy. Vous avez raison, il y a une commission et on a une commission d'enquête menée par Éric Coquerel à ce sujet. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce que vous avez réussi à faire en première lecture sur le budget à l'Assemblée, vous ne le feriez pas dans le cadre du budget Bayrou? Vous dites on a réussi à faire voter et là vous faites comme si tout était perdu d'avance, comme si les dés étaient pipés. Vous pourriez très bien dans le cadre des débats budgétaires remettre des propositions à vous et trouver des majorités pour les voter. Je vous rassure, on le fera. Je vous rassure, à chaque fois qu'un texte se présente à l'Assemblée nationale, c'est notre manière de travailler, on l'amende, on travaille, et à tel point que le budget, en l'occurrence, tel qu'amendé par les amendements du nouveau Front populaire, je vous rappelle qu'on a voté pour. Ce qui, par ailleurs, bat en brèche cette espèce d'attaque, et vous ne l'avez pas faite ce soir, mais de les insoumis, c'est tout ou rien. Non, c'était pas l'ensemble du programme du nouveau Front populaire. C'est pas nous qui faisons cette attaque. Mais on avait estimé que l'équilibre était favorable, qu'il permettait de donner un peu d'air aux Françaises et aux Français et qu'il allait chercher l'argent là où il était, c'est-à-dire pas dans la poche des plus pauvres, mais dans la poche des plus fortunés et des grandes entreprises. Donc on refera le même exercice. Mais vous pouvez pas nous reprocher aujourd'hui, quand on a un gouvernement qui n'est pas issu des urnes, qui continue la politique macroniste, que nous on dise amen, allez-y, et puis on fera nos amendements en espérant le faire adopter. C'est un outil constitutionnel, la motion de censure, et je pense qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs peut-être le seul moment de lucidité, vous voyez, je redonne un bon point à François Bayrou. Ça fait deux. Il a commencé son discours en disant il y a 84% des Français qui pensent que je ne peux pas passer l'hiver. Bon, je pense personnellement que ça a été son moment de lucidité. Sans doute ne va-t-il pas passer l'hiver. Vous êtes dans ces 84%. Manon Aubry, on était tout à l'heure avec Boris Vallaud du Parti Socialiste qui, ce soir, nous dit qu'il hésite. Il attend des précisions avant de savoir s'il censure ou pas, s'il vote votre motion de censure. Les socialistes ont discuté ces derniers jours et ces dernières semaines avec le gouvernement. Est-ce que ça valait
ces discussions, de les traiter de collabos, comme l'a fait par exemple Thomas Porte de chez les Insoumis. C'est pas le mot que je vais employer. Après, on peut discuter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, la stratégie. Qu'est-ce qu'a fait le Parti socialiste en participant aux discussions? Il a essayé de donner une forme de caution à ce gouvernement de François Bayrou, dont on voit bien l'issue. C'est qu'aujourd'hui, rien n'a été obtenu de la part du Parti socialiste. Ils ont bougé les lignes quand même. Non, pardon, mais il n'y a rien qui n'a bougé dans le discours et dans la politique qui va être menée par François Bayrou. Et moi, j'observe qu'on a, je ne sais pas si vous avez un bac plus 18 en parti socialistologie, je ne sais pas comment on l'appellerait. Christophe Barbier, oui. Mais on est quand même parti d'une longue liste de demandes du Parti socialiste à l'abrogation de la réforme des retraites, à la suspension, à maintenant on se revoit après le conclave. Négociation. Moi, je vous ai dit, la position qui est la nôtre, c'était la position du nouveau Front populaire. Dès le début, dès le premier gouvernement Barnier. Aujourd'hui, nous avons la même position. J'observe que l'essentiel des forces du nouveau Front populaire aujourd'hui est sur cette position et c'est le Parti socialiste qui se trouve en marge de cette position en s'interrogeant encore aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de leur lancer un appel ce soir à votre antenne en leur disant revenez à la raison. Cette motion de censure, elle est signée par les 3 autres forces du nouveau Front populaire. Vous pouvez la voter jeudi. Et puis, on rediscutera éventuellement après des erreurs de stratégie. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, elle sera votée par l'écrasante majorité des députés du Nouveau Front populaire. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure et aux socialistes qui estiment et qui le disent publiquement que vous êtes plus préoccupés par la préparation de l'élection présidentielle et la candidature de Jean-Luc Mélenchon que par le quotidien des Français? Il y a ceux qui braillent et ceux qui travaillent. Oui, je me passerai de formules parce que j'aurais bien des idées, des formules. Mais votre priorité, c'est de préparer la candidature de Jean-Luc Mélenchon ou c'est d'améliorer le quotidien des Français? Ma priorité, c'est de changer la vie des Françaises et des Français. Et je l'ai fait quand on a bataillé avec tous mes collègues pour obtenir des avancées concrètes à l'Assemblée nationale et faire voter des amendements qui ont ensuite été jetés à la poubelle par le gouvernement et par l'extrême droite. Et quand on a aujourd'hui un Parti socialiste qui, dans la crainte de nouvelles élections à laquelle manifestement ils ne sont pas préparés, sont prêts à ne pas voter la motion de censure et donc à approuver la continuité de la politique macroniste. Vous dites ils pensent pas aux Français, vous dites ils pensent à leur poste, c'est ça ce que j'entends? Oui, je sens une crainte de leur part. Sur la perspective d'une nouvelle élection. On essaye d'obtenir des avancées pour les Français. Vous dites non, ce qui prédomine, c'est leur poste. Le bilan parle pour eux-mêmes. Quelles avancées ils ont obtenues pour les Français? Moi, je pense que dans ce moment d'un peu de chaos politique, vous allez me dire, il dure et je vous donnerai volontairement le point. C'est vrai que ça fait maintenant 6 mois, 6 longs mois. Je pense qu'on a besoin de clarté. On a fait campagne avec un formidable espoir. Le nouveau Front populaire, ça a soulevé, et je pense qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui se souviennent de cette campagne et qui ont cru. On a gagné sur un programme extrêmement clair. Je regrette que les socialistes, à un moment, se soient égarés et tourné le dos à ce programme pour essayer d'obtenir quelques queues de cacahuètes qu'ils n'ont pas obtenues. Maintenant, revenons à l'essentiel, c'est notre programme et ce pourquoi on a essayé de convaincre les gens. Chaque député a droit à 3 motions de censure dans une session, hors 49.3. Oui. Barnier, Bayrou sur les DPG, ça vous en fait 2. Est-ce que c'est pas griller des cartouches, puisque le RN ne va pas la voter? Donc elle est symbolique, votre motion de censure. Est-ce qu'il faudrait pas garder des cartouches de censure pour une loi immigration, une loi économique qui mériterait cette censure? Vous aurez remarqué que la motion de censure qu'on a publiée aujourd'hui, elle n'est pas signée par l'ensemble des députés de la France Insoumise. Vous gardez des cartouches. Précisément dans l'objectif de pouvoir censurer à l'avenir de nouveau. Et nous avons dit très clairement, tant que ce gouvernement porte en lui cette illégitimité et continue cette politique qui est injuste et brutale pour les Françaises et les Français, à chaque fois qu'une occasion se présentera, nous déposerons une motion de censure et à chacun de prendre ses responsabilités, soit la continuité de la politique macroniste, et on verra ce que choisissent in fine les socialistes, soit la censure et l'opposition dans laquelle nous nous trouvons. Et je me réjouis, c'est peut-être un dernier bon point, vous voyez, je suis de bonne humeur ce soir, à François Bayrou, il a réussi à réunir d'une certaine manière le nouveau Front populaire dont vous disiez à longueur d'antenne ces derniers mois qu'il était foutu et qu'il était à jeter à la poubelle. Ce que j'observe, c'est que mes camarades communistes et mes camarades écologistes, ensemble avec les Insoumis, on va voter la motion de censure. C'est qui le patron? C'est Mélenchon, comme chaque fois. Ça, je vous laisse vos commentaires politiques. Moi, j'ai envie de dire que le patron, c'est le programme du nouveau Front populaire et c'est celui-là qu'on a respecté. Manon Aubry, Othman Nasrou pour les Républicains nous attendent juste derrière la caméra. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir?
Je me demande quel camp il va choisir, puisque le précédent gouvernement a reposé sur le Rassemblement national. Dans lequel il était ministre. Dans lequel il était ministre, tout à fait. Est-ce que ce sera encore le cas sous le gouvernement Bayrou, puisqu'il y a quelques signaux quand même, on n'en a pas parlé ce soir, qui ont été envoyés au Rassemblement national, et notamment quelques obsessions sur l'immigration qui me semblent assez dangereuses de mon point de vue. Mais je lui laisse le soin de la réponse. Merci Manon Aubry Merci d'avoir à vous. été ce Bonne soir soirée. face aux 20h BFM.